Tout le monde se souvient de l'éruption du volcan islandais Eyjafjallajökull en 2010 qui a cloué les avions au sol et coûté plus de 4 milliards à l'économie mondiale. Ce n'était pourtant qu'une éruption mineure. 4 ans plus tard, le Bardarbunga entre en éruption et va créer, lui, la plus grande coulée de lave de ces 200 dernières années. Des scientifiques de toutes les disciplines accourent au chevet du volcan. Ils vont poser des instruments de mesure, récolter des échantillons, analyser des gaz. Jour et nuit, ils vont se relayer et partager leurs études. Qu'ils soient sur le terrain ou qu'ils analysent les données dans leur laboratoire, leur expertise est vitale pour protéger les populations. Parmi eux, un géophysicien, le professeur Paul Einarsson. Il étudie les convulsions de la croûte terrestre depuis plus de 40 ans, avec une attention particulière pour son pays, l'Islande. Nous avons une trentaine de volcans actifs en Islande. Ils nous donnent du travail, car ils entrent régulièrement en éruption, tous les 3 ans en moyenne. La plupart du temps, ces éruptions sont sans dommages, mais certaines peuvent être redoutables et faire beaucoup de dégâts. Pour pouvoir vivre dans ce pays, il est important de savoir reconnaître les volcans qui peuvent entrer en éruption dans un futur proche et d'avoir une idée de ce qu'ils vont faire. Pour comprendre ce qui se passe sous le Bardarbunga, il faut d'abord plonger au cœur de la Terre. L'Islande se trouve à la limite de 2 plaques tectoniques qui s'éloignent l'une de l'autre. Autour du cœur métallique de notre planète, on trouve le manteau fait de roches solides et chaudes de 3000 km d'épaisseur. Comme une soupe épaisse et brûlante, il est animé de lents courants de convection de quelques centimètres par an. Les roches les plus chaudes et les plus légères s'élèvent vers la surface. Lorsqu'elles atteignent la croûte terrestre, elles fondent et forment le magma qui s'écoule alors par des fissures situées au niveau de chaînes volcaniques sous-marines qu'on appelle dorsales. En refroidissant, le magma agrandit les plaques océaniques. Entraînées par les courants de convection, elles s'éloignent des dorsales et vont s'enfoncer sous les croûtes continentales, puis replongent vers le cœur de la Terre. Le noyau, à plus de 5000 degrés Celsius, produit localement des panaches de manteaux plus chauds qui s'élèvent vers la surface. Tels des chalumeaux, ils percent les plaques et forment des alignements volcaniques généralement très actifs, comme Hawaï, l'île de la Réunion ou l'Islande. L'Islande étant située sur un point chaud, on y trouve un nombre élevé de volcans très actifs. En fait, c'est l'origine même de l'Islande. C'est pour ça qu'elle a émergé de l'océan. Le point chaud produit plus de croûte que les dorsales des alentours, d'où la formation d'une île. L'Islande est à la conjonction d'une dorsale océanique et d'un point chaud, autant dire une vraie poudrière, au centre de laquelle trône le Bardarbunga, un volcan dont les colères auraient inspiré le mythe de Ragnarok, la version viking de la fin du monde. Au cœur d'une région désertique battue par les vents polaires, caché sous un glacier plus vaste que la Corse, il est resté longtemps ignoré des hommes. Le volcan actif en ce moment, le Bardarbunga, n'est visible d'aucune zone habitée. C'est pourquoi, quand il y avait une éruption dans le centre de l'Islande, elle était attribuée à un autre volcan qui était connu. Et en fait, il n'était pas reconnu comme un volcan actif jusqu'en 1973. C'est une image satellite qui a clairement montré la forme du volcan. Finalement, il semble que c'est probablement le volcan le plus actif d'Islande. Il est situé juste au-dessus du point chaud. Avec une altitude de 2009 mètres, c'est le 2e plus haut sommet d'Islande. Son cratère mesure 80 km², à comparer avec les 100 km² d'une ville comme Paris. Le volcan central et son réseau de fissures s'étendent sur plus de 200 km, ce qui en fait le plus grand système volcanique d'Islande. Il y a 9000 ans, il a produit une coulée de lave évaluée à 20 km3, assez pour ensevelir Paris sous une couche de 4 km d'épaisseur. La coulée a parcouru 130 km vers le sud-ouest avant de se jeter dans la mer.
Pour avoir une idée des conséquences humaines de ces grandes éruptions, il suffit de retourner 200 ans en arrière, lors de l'éruption du volcan islandais Laki. En 1783, la Terre s'est déchirée et une fissure longue de 30 km a laissé couler de la lave durant 8 mois. Les vents ont porté les cendres jusqu'en Europe. Les retombées furent telles en Angleterre qu'on s'en souvient comme l'été de sable. Puis, le nuage de cendres a recouvert le reste de l'Europe. L'air empestait le soufre, orages de grêle et vagues de froid ont ravagé les cultures. L'étude des registres de décès a révélé des dizaines de milliers de morts de maladies respiratoires ou de famine. Cette longue période de disette aurait même favorisé la Révolution française. On trouve des traces de dérèglement du climat jusqu'en Afrique, en Asie, en Amérique. Ce que nous enseigne le Laki, c'est qu'un cataclysme volcanique ne touche pas seulement ses riverains. Au XVIIIe siècle, il n'y avait que 80 millions d'Européens. Mais aujourd'hui, nous sommes 740 millions. Depuis le début de l'éruption en août 2014, la fissure a vomi lave et gaz toxiques en continu, et rien ne semble devoir l'arrêter. Cette éruption, c'est le cadre idéal pour tester notre résilience face aux risques volcaniques. La responsabilité est lourde pour les scientifiques, ces oracles modernes qui évaluent les risques et conseillent la protection civile. Vizir Reinison est en charge de la coordination des différentes agences de sécurité. De plus en plus de scientifiques étrangers viennent en Islande et nous utilisent comme un laboratoire grandeur nature. Et c'est une très bonne chose. Par exemple, en ce moment, sur cette éruption, nous travaillons avec un important programme financé par la communauté européenne qui s'appelle FutureVolc. Les scientifiques de 26 agences européennes sont présents. C'est le signe d'une bonne coopération entre différentes institutions, différentes agences, différents scientifiques à tous les niveaux. On ne peut pas demander mieux. La chercheuse Stéphanie Dumont a été repérée par FutureVolc pour son travail sur les volcans du rift éthiopien, assez semblable à la situation islandaise. Elle a rejoint l'équipe à Reykjavik. C'est vraiment enrichissant, intellectuellement, de pouvoir confronter autant d'idées, d'avoir ces discussions. Il y a le côté scientifique, il y a le côté surveillance. Et l'idée, c'est vraiment que toutes ces informations, eh bien, on arrive à les délivrer à la protection civile, leur apporter des informations, leur dire « Attention, là, on a remarqué des changements dans le comportement du volcan ». Un périmètre de sécurité a été mis en place. Seuls les scientifiques sont admis près de l'éruption pour tenter de prévoir ce qui va advenir. Il faut à tout prix protéger les Islandais, non seulement de la lave, mais des inondations cataclysmiques qui menacent les fermes et les infrastructures du pays. Il faut aussi détecter les nuages de gaz toxiques, permettre aux avions de voler. Tout cela requiert une surveillance continue. À défaut de pouvoir empêcher une éruption, la meilleure des choses à faire reste de l'anticiper. Des stations GPS donnent aux géologues les premiers signaux de déformation du terrain. La plupart de ces GPS fonctionnent sur batterie et enregistrent leurs données sur des cartes mémoire qu'il faut aller relever régulièrement. Stéphanie et son équipe passent des heures à sillonner la zone pour collecter les résultats. Les GPS, en fait, nous permettent de mesurer la déformation du sol. C'est-à-dire, en un point donné, on va regarder si le sol va se déplacer vers le haut, vers le bas, ou bouger également horizontalement. En Islande, nous avons plus d'une centaine de GPS dont on connaît exactement la position. Et si on observe des déplacements sur certains points GPS, on va vérifier s'ils sont associés à un signal d'origine magmatique et donc s'ils correspondent à des mouvements de magma dans la croûte. La croûte terrestre est comme une couverture sur quelqu'un qui dort. Ces déplacements révèlent les mouvements du dormeur qui s'éveille.
Au moindre signe pouvant trahir une activité magmatique, la communauté scientifique déploie ses instruments sur le terrain. Avec les GPS, ce qui va nous intéresser, c'est d'avoir des mesures pour pouvoir vraiment comprendre spatialement d'où vient cette déformation. Ce qui s'est passé au niveau de Bardarbunga, c'est un dike de 40 km de long. C'est une fracture qui a été remplie par du magma en profondeur. Un dike, c'est une véritable lame verticale de magma sous pression qui se propage rapidement dans le sol, ici jusqu'à 2 à 3 km/h. Le dike vient remplir et agrandir une fissure laissée par l'écartement des plaques. Durant sa mise en place, certains GPS se sont écartés d'1,30 m, créant un nouveau morceau d'Islande. Ici, on est peut-être à une dizaine de kilomètres du dike, mais les déplacements sont très importants. Quand on tire sur du papier, c'est la même chose en fait. On accumule ce qu'on appelle des contraintes, donc c'est une force sur une surface à un endroit donné. Et donc si on continue de tirer, bah ça craque à un moment. Sauf que bon, le réseau de fractures, en fait, c'est jamais un plan de faille, c'est toujours des petites failles qui vont finir par se rejoindre. Ça donne ce qu'on appelle les rifts. Les plaques tectoniques accumulent des tensions pendant plusieurs siècles. Lorsque la croûte cède enfin à leur traction et les libère, le sol se lézarde et tremble, ce qui ne passe pas inaperçu auprès des scientifiques. L'Islande est située à la limite de deux grandes plaques divergentes. En s'écartant, elles produisent des séismes. Quand les volcans entrent en activité, la première chose que l'on remarque le plus souvent, ce sont des petits séismes. Les séismes sont donc très utiles comme moyen d'étude et de surveillance des volcans. L'université dispose d'un réseau de sismomètres qui couvre tout le pays. En cas d'alerte, elle déploie un réseau temporaire dans les zones les plus actives. Ça, c'est juste une station temporaire. Elle fonctionne avec des panneaux solaires et une batterie. On vient régulièrement vérifier et collecter les données. Allez, ça m'a l'air OK. Toutes les données sismiques convergent vers les services du Bureau météorologique islandais. Étrange Météo National, qui publie non seulement les bulletins météo, mais aussi ceux des aurores boréales, des tremblements de terre et des éruptions. Elle gère le risque volcanique à partir de son propre réseau d'instruments de mesure. Jour et nuit, Matthew Roberts et ses collègues de la météo tiennent la veille et publient les cartes des séismes en temps réel. En présence d'observations inhabituelles, ils sont le premier maillon de la chaîne et donnent l'alerte immédiatement. Les séismes sont localisés automatiquement par un réseau national qu'on appelle le système SEAL. Ce réseau de 70 stations permanentes nous envoie les données à Reykjavik pratiquement en temps réel. Le délai entre le tremblement de terre et son apparition sur les cartes de notre site Internet est à peu près de 3 à 5 minutes. Les séismes ont commencé sous le cratère, à des profondeurs de 8 à 12 km. Le magma est sous pression et il porte les roches jusqu'à leur point de rupture. C'est ça qui produit les tremblements de terre. Au cours du temps, le magma a commencé à faire son chemin horizontalement sous la croûte. Ce magma forme le dike, une muraille souterraine de 8 à 10 km de haut, très fine, de quelques mètres d'épaisseur seulement. Le dike va au plus facile et s'insinue dans un réseau de fissures qu'il agrandit et vient combler. Il se met en place sous le cœur du volcan, puis s'étire 45 km vers le nord, où il finit par percer la surface au travers d'une ancienne coulée de lave qu'on appelle Holuron. La particularité du Bardarbunga, c'est sa localisation. Il est juste au-dessus du point chaud islandais et sous le plus grand glacier d'Europe. Si le feu et la glace se rencontraient, on risquerait une éruption beaucoup plus importante que celle de l'Eyjafjallajökull en 2010. Jusqu'ici, le dike a permis au magma de s'écouler à l'extérieur du glacier. Une chance, car le danger des éruptions sous-glaciaires, c'est le Jökullhlaup, course de glacier en islandais, une inondation brutale qui détruit tout sur son passage.
Si une éruption avait eu lieu sous plusieurs centaines de mètres de glace, il y aurait eu une quantité phénoménale de glace fondue et une inondation glaciaire. Des couches de glace de, disons, 100 ou 200 mètres peuvent être fondues en 1 ou 2 heures. À ce moment-là, l'eau aurait déjà coulé du site de l'éruption. Elle s'écoule de la zone avec une grande force et se déplace comme un raz-de-marée. Tout d'abord sous le glacier, puis elle perce la surface sous une pression colossale. Durant les derniers 10 000 ans, les inondations cataclysmiques du Bardarbunga ont remodelé le paysage. En charriant des rochers et des blocs de glace de plusieurs tonnes, les Jökullaup ont creusé des vallées, mutilé des cratères et créé des deltas au bord de la mer en quelques heures seulement. Ces phénomènes menacent une Islande aujourd'hui habitée, entourée de routes et de ponts. Si on veut protéger les populations des inondations glaciaires, il faut une réponse très rapide. Donc, les équipes scientifiques de toutes les disciplines travaillent en parallèle. Nous échangeons énormément d'informations entre l'hydrologie, les séismes, la météo et les autres équipes. Les colères de la nature ne façonnent pas que le paysage. Depuis toujours, la société islandaise est extraordinairement soudée face aux éléments hostiles. La sécurité de la région est assurée par les Icelandic Search and Rescue Team, une communauté de sauveteurs bénévoles, surentraînés, suréquipés, prêts à intervenir dans les conditions les plus dures. Mais personne n'a envie de mourir inutilement pour quelques touristes imprudents. Je pense que c'est une sage décision d'interdire la zone à quiconque. Les choses peuvent basculer en un clin d'œil et vous vous retrouverez avec une situation incontrôlable. Et aucune chance d'aider quiconque. Aller récupérer des gens là-dedans, c'est envoyer des collègues à la mort. Ça ne serait pas juste une situation difficile. Beaucoup de gens mourraient, simplement. Les scientifiques sont les seuls autorisés à se rendre en mission sur le terrain pour effectuer des mesures indispensables à la surveillance de l'éruption. Le site de l'éruption se situe dans une plaine étroite, entre 2 chaînes de montagnes, avec au fond le Vatnajökull, le plus grand glacier d'Europe. Si vous devez évacuer la zone, vous devez prendre une piste qui est très mauvaise, une route de montagne, mais rien à voir avec ce qu'on appelle ordinairement une route. Vous êtes obligé de conduire très lentement et l'inondation va plus vite que vous ne pouvez rouler. Avec 3 ou 4 véhicules, on peut avoir un embouteillage et personne ne pourrait échapper à l'inondation. À l'abri des colères du volcan, la ville de Húsavík, le centre local de gestion de la crise, fait le lien entre les chercheurs sur le terrain, la police, les rescue teams et le centre de coordination nationale à Reykjavik. La centrale de secours à Reykjavik, le numéro d'urgence 112, envoie des SMS au téléphone de la zone. Ils envoient des messages à tous les transmetteurs pour que tout le monde reçoive l'ordre d'évacuer. Les habitants ont entre 2 et 3 heures, pas plus, pour quitter leur maison. Après, on envoie les rescue teams dans les maisons pour qu'ils parlent avec les gens et les convainquent de partir. Ils peuvent vérifier si les bâtiments ont bien été évacués. Arnar Mathiasson, lui, vit hors de la zone de danger. Mais il passe énormément de temps chez ses beaux-parents pour aider aux travaux de la ferme. Comme beaucoup d'Islandais, il se tient prêt et semble prendre la situation avec philosophie. La possibilité d'une éruption, ça ne me fait pas trop peur. On a notre propre groupe électrogène, du chauffage, on a des moutons et de quoi les nourrir.
On a des téléphones mobiles, une radio VHF. On pourrait se débrouiller assez longtemps. On vit dans un pays qui est toujours en train de se former. Il faut s'habituer à ce qui se passe, à la façon dont il bouge. Si on a une grosse inondation, il y a des légendes anciennes d'inondations massives. Ça pourrait arriver dans 10 ans ou demain. On ne peut pas savoir. Ces inondations sous-glaciaires sont fréquentes, car le glacier Vatnajökull, grand comme la Corse, recouvre 6 volcans, dont le Bardarbunga et le Grímsvötn, tous deux très actifs. Grâce à un logiciel de modélisation des fluides, les chercheurs ont simulé une inondation du Bardarbunga et peuvent prévoir heure par heure l'arrivée de l'onde de crue pour aider le centre de crise à coordonner les opérations de sécurité. Sur cette carte, nous avons une estimation du timing de l'inondation jusqu'à la mer. Il y a un pont ici et il sera touché en 3 heures. Ce pont dessert la route numéro 1 qui relie toutes les villes islandaises. Cette route, c'est un peu la colonne vertébrale du pays. Sa rupture serait très pénalisante pour l'Islande. On est sur la route numéro 1. Le pont relie le nord et l'est de l'Islande. Si on perd le pont, il faudra conduire 1400 km au lieu de 30. Alors on fera tout ce qu'on peut pour sauver ce pont. L'eau peut monter tellement haut qu'elle va toucher le tablier du pont. Il va se mettre à onduler de droite à gauche. Mais il n'a pas été conçu pour ça. Il a été prévu pour supporter une charge verticale, mais pas pour des efforts latéraux. Quand on saura que la crue arrive, on aura à peu près 6 heures pour se préparer. Si on sait que la crue est trop importante, on va détruire la route là-bas pour que l'eau puisse passer sans arracher le pont. On peut facilement refaire une route, mais c'est plus compliqué de reconstruire un pont comme celui-là. On n'a plus qu'à attendre. Avec un peu de chance, il n'y aura pas d'inondation, mais bon, on ne sait pas. Et malheureusement, on ne sait pas non plus comment prévoir la direction d'une inondation qui peut se déclarer n'importe où, ramper sous le glacier pendant plusieurs jours avant de surgir. Les inondations peuvent avoir lieu dans différentes zones, parce que nous avons beaucoup de rivières qui coulent du glacier. Dans le cas le pire, l'inondation ira dans la zone où on a toutes nos stations hydroélectriques. Près de 60% de la production islandaise d'électricité est concentrée dans la zone mise en péril par une crue massive. Olli Sveinsson travaille au service recherche et développement de Landsvirkjun, la compagnie d'électricité islandaise. Ils ont mis au point un système pour atténuer les effets des inondations. Ce que nous essayons de faire, c'est d'équiper tous nos barrages avec ce qu'on appelle des fusibles. Nous construisons une petite partie du barrage plus basse et plus fragile. En cas d'inondation massive, cette partie cède et l'eau est déviée de la plupart des équipements de la zone. L'inondation rentre dans la vallée tout au nord, au niveau du premier barrage, où elle est déviée vers l'ouest. Elle évite ainsi tous nos barrages, sauf les 2 derniers, et finit sa course dans la plus grande rivière islandaise, la Thjörsa. Avec des catastrophes naturelles de ce type, c'est difficile de prévoir la protection d'un ouvrage contre un danger dont vous ne connaissez même pas l'ampleur. Ça peut toucher les communications, ça va affecter les routes et le transport. Quand vous avez toutes ces choses qui se combinent, ça peut avoir des effets en cascade sur toute la société. En détournant la lave hors du volcan et de son glacier, le dike a temporairement éloigné le risque d'inondation. Mais il entraîne un autre phénomène inattendu. De retour à son bureau à Reykjavik, Stéphanie fait un point sur la situation. Là, ce qu'on observe, c'est unique. C'est vraiment unique. On a un volume de lave émis
qui est énorme, qui a dépassé le kilomètre cube. Et la surface couverte actuellement dépasse largement les 80 km carrés. Une quantité suffisante pour ensevelir une ville comme Paris sous 10 mètres de lave. Une couche qui atteindrait le 5e étage des immeubles. Au milieu du désert, cela ne dérange personne. Mais en déstabilisant la région, le Bardarbunga a déjà plusieurs fois déclenché des éruptions aux alentours. Et précisément, le dike s'est arrêté à moins de 30 km au sud d'un autre gros volcan. Il y a plusieurs volcans autour du Bardarbunga. Ils sont considérés comme des systèmes volcaniques indépendants. Mais ils semblent affectés par ce qui se passe sous le Bardarbunga. Et ils peuvent devenir actifs. Récemment, il semblerait que l'éruption de Gyolp en 1996 soit liée à une activité sismique sous le Bardarbunga. Quant au dike qui s'est propagé à partir du 16 août, on a envisagé qu'il atteigne le volcan d'à côté, l'Askia, et le fasse entrer en éruption. Situé juste à quelques kilomètres dans le prolongement du dike, l'Askia est l'un des volcans islandais les plus puissants. Lors d'une éruption il y a 150 ans, il a projeté ses cendres si haut dans l'atmosphère qu'elles ont atteint la Suède. S'il se réveille à son tour, il y aura 2 volcans majeurs en activité au même endroit. Pour suivre l'Askia heure par heure, Bergur Bergson, un géophysicien du bureau météo islandais, installe un sismomètre et un GPS équipé d'un transmetteur. Toute la zone est affectée par l'intrusion du magma. On a besoin d'un réseau dense de GPS. Ici, c'est un site de campagne de mesure, ce qui veut dire qu'on fait des mesures tous les ans pendant quelques jours. Mais maintenant, à cause de l'activité du Bardarbunga, on veut pouvoir récupérer les données en continu à Reykjavik. Donc, j'installe une armoire électrique pour le GPS et à l'intérieur, il y aura une radio. Comme ça, on pourra surveiller cette zone de plus près que ce qu'on avait pu faire jusqu'ici. Les scientifiques pensent que la zone pourrait être très active dans les années à venir. Alors c'est vrai, on veut vraiment avoir l'œil dessus. La particularité de cette éruption, c'est que le réservoir situé sous le cratère du Bardarbunga se vide dans le dike. Ce mouvement de magma entraîne un lent effondrement de la colonne de roche et du glacier situé juste au-dessus du réservoir et fait revenir le danger d'une éruption sous-glaciaire. L'éruption se poursuit depuis des mois. En réponse à cela, le volcan a commencé à s'affaisser. Et le fond du cratère descend littéralement. Le système qui maintient le bouchon n'est pas stable. Combien de temps tiendra-t-il? Les chercheurs n'ont malheureusement pas la réponse. Leur rôle consiste à présenter toutes les options scientifiques. Beaucoup de scénarios sont possibles. Si le dike finit par se boucher, ou si l'éruption s'arrête d'elle-même, tout devrait rentrer dans l'ordre. Une autre possibilité est que la chambre magmatique s'effondre, ou soit percée par le bouchon de roche et de glace. Et ça pourrait amener une grosse éruption sous-glaciaire et une émission de cendres. Ce serait purement et simplement la catastrophe si ça arrivait. Lorsque l'eau et la lave se mélangent, il s'ensuit une réaction explosive. L'eau bout. La vapeur fragmente la roche et la lave en particules microscopiques très légères qui s'envolent au loin. Comme les nuages, ils sont portés par les vents dominants. Et depuis que nous avons goûté aux cendres de l'Eyjafjallajökull en 2010, la communauté scientifique met tout en œuvre pour s'en protéger. À la météo islandaise, Sarah Barsotti travaille sur les risques volcaniques, en particulier la dispersion des cendres et des gaz dans l'atmosphère. Elle perfectionne une modélisation numérique de nuages de cendres pour mieux prédire leur comportement. Au début, j'utilisais un modèle existant, développé plutôt pour les gaz, et je l'ai adapté, disons, pour un usage dédié au volcan. Le changement principal que j'ai apporté à ce modèle est d'intégrer la simulation du développement en hauteur du panache de la colonne éruptive du nuage. Cela permet de voir à quelle altitude les particules fines vont être injectées dans l'atmosphère et à quelle hauteur les particules les plus grosses, les plus lourdes, vont commencer à retomber et quitter le panache.
Heureusement, à ce stade, l'éruption n'est toujours qu'un épanchement de lave. Une éruption sous glaciaire dans un volcan de cette taille serait une menace très sérieuse pour le ciel européen. Le Bardarbunga contient assez de glace et de lave pour l'encombrer durant des mois. Si l'éruption se mettait à produire des cendres, les recherches de Sarah contribueraient à mieux les localiser. Une de nos missions principales, ici à la météo islandaise, est de fournir des données au centre d'alerte des cendres volcaniques, le VAC, qui se trouve à Londres. Ils doivent signaler aux compagnies aériennes l'endroit où se trouvent les nuages de cendres pour éviter aux avions de les rencontrer. C'est très important de leur dire à quelle hauteur les cendres ont été projetées dans l'atmosphère, car cela influence la vitesse et la direction du nuage de cendres. Lorsqu'une éruption envoie des cendres dans la stratosphère, au-delà de 10 000 mètres d'altitude, elles peuvent atteindre les jet streams, des vents qui soufflent jusqu'à 400 km/h et font le tour de la Terre en quelques jours. Encore une fois, le vent islandais risquerait de pousser les cendres sur l'Europe, clouant les avions au sol. Lors d'éruptions en Islande, le VAG de Londres est toujours secondé par le VAG de Toulouse, dirigé par Philippe Husson. Les zones de cendres volcaniques sont des zones à éviter par l'aviation. Au cours des 10 années qui ont précédé, donc des 20 dernières années, il y a eu quand même 3 rencontres avec de la cendre volcanique qui ont entraîné un calage total de tous les moteurs de l'avion et suivi d'une chute libre jusqu'à ce que le pilote réussisse à remettre les moteurs en marche. Donc il y a quand même un risque de crash associé à la cendre volcanique. Un avion qui vole, et ça va vite en général un avion, dans un nuage de cendres volcanique, eh bien, ça s'use. Il s'use plus facilement. Tout ce qui dépasse de l'avion, les bords d'attaque des ailes, les antennes, les dérives, c'est usé de manière beaucoup plus forte qu'une usure normale. On voit bien quand on prend des images au microscope de particules de cendres volcaniques qu'il y a effectivement des arêtes extrêmement acérées, hein, et il y en a beaucoup. Ensuite, un danger qui est particulier aux turboréacteurs, eh bien, c'est que dans la partie chaude de ces moteurs-là, la cendre fond sur les ailettes de la partie chaude, de la turbine qui est la partie chaude du moteur. Et à ce moment-là, eh bien, les ailettes, eh bien, elles chauffent très vite et elles fondent. Et une fois qu'elles ont fondu, eh, on a quand même un gros problème parce que le moteur ne fonctionne plus ou fonctionne mal. Aucun pilote ne prendra le risque de faire décoller un avion au risque de croiser un nuage de cendres qui pourrait étouffer ses moteurs. Pourtant, il faut pouvoir voler. Chaque heure à terre coûte une fortune aux compagnies aériennes en manque à gagner et en frais d'aéroport. Il faudrait que les avions puissent détecter eux-mêmes les nuages de cendres volcaniques pour voler en sécurité. Il y a 20 ans, Fred Prata, un chercheur australien installé en Norvège, avait eu l'idée d'une caméra infrarouge capable de repérer la cendre volcanique. Ses recherches ne semblaient pas devoir trouver de financement jusqu'en 2010, lors de l'éruption de l'Eyjafjallajökull. Son travail est alors revenu sur le devant de la scène. J'étais à un congrès scientifique aux USA durant l'éruption de l'Eyjafjallajökull en Islande. À cette époque, je savais que nous avions une solution. Mais bien sûr, elle n'était pas encore assez mûre pour être installée sur un avion. Mais j'ai eu des appels qui me demandaient où j'en étais avec mes recherches. On s'est remis au travail et 1 an et demi plus tard, voilà où nous en sommes. Fred effectue ses premiers essais en Sicile lors d'une petite éruption de l'Etna. Nous allons faire les premiers essais de notre système en vol. Nous faisons ça ici, sur l'Etna, car il y a des éruptions depuis le mois d'août. Donc on vole autour, on essaye de voir où sont la cendre et les gaz, on essaye de distinguer la vapeur d'eau au milieu des nuages de glace. Tout ça dans le but de démontrer que nos théories scientifiques fonctionnent bien dans la pratique. À la fin du mois, on devrait avoir beaucoup de données qui montrent que le système est fiable et peut détecter la cendre à la distance prévue. Quand tu arrives à 11 000 pieds, tu restes en ligne droite. Et nous allons filmer le panache en ligne droite. Tu peux rester sur cette trajectoire pour 2 ou 3 minutes? Ok, on peut faire ça. À l'avenir, tous les pilotes auront un de ces écrans. Ah, c'est bien. En couleur! En couleur? Waouh!
Pour le moment, il ne s'agit que d'un prototype. Pour obtenir l'agrément de l'aviation civile, il faudra d'abord le tester sur des avions de ligne. Trois ans plus tard, au cours d'un test en conditions réelles, Fred et son équipe jouent gros. Ils vont devoir convaincre l'aviation civile et les industriels de la validité de leurs recherches. C'est le moment de vérité. L'Institut des sciences de la Terre de Reykjavik leur a préparé 1 tonne d'authentiques cendres volcaniques de l'Eyjafjallajökull. La cendre est chargée à bord d'un Airbus militaire. Elle sera répandue en vol pour former un nuage au-dessus du golfe de Gascogne. Les conditions idéales sont enfin réunies. Le vent en altitude est inférieur à 10 nœuds, 20 km/h. L'A400M décolle de Toulouse, direction Flight Level 150, 5000 mètres d'altitude. Peu après, l'Airbus A340 de Fred Prata, bardé d'équipements scientifiques, s'élance à son tour. Aujourd'hui, pour la première fois, on va essayer en vol de repérer la cendre volcanique avec notre nouvelle caméra infrarouge. Un avion témoin les accompagne en vol pour effectuer des prélèvements et valider l'expérience. Le vrai défi est d'orchestrer le balai de 4 avions, d'avoir une météo qui coopère, de fabriquer ce nuage de cendres et enfin de le mesurer. À bord de l'A400M, on s'active pour pulvériser la cendre régulièrement. Pour créer un nuage homogène, l'avion va devoir faire 5 boucles de 3 km en montant de 30 mètres à chaque tour. Le système est fait de 2 caméras infrarouges. C'est comme des caméras, mais elles travaillent dans l'infrarouge, c'est-à-dire la température. Quand on compare les images de ces 2 caméras, on peut distinguer d'une part les silicates qui composent la cendre et d'autre part la vapeur d'eau et la glace qui forment les nuages météorologiques. Le DA-42, l'avion témoin, analyse chimiquement l'air en temps réel au centre du nuage de cendres, mesure sa densité et compare ses résultats avec ceux de Fred à bord de l'Airbus. Pendant le vol, on était très excités. C'était spectaculaire. On voit vraiment bien ce nuage de cendres à 60 km de distance. Les résultats sont excellents. Nous pouvions détecter et filmer le nuage de cendres pendant que l'avion témoin DA-42 volait à l'intérieur pour confirmer sa densité. On a donc une certitude absolue sur nos mesures. On a pu prouver que notre système peut fonctionner comme détecteur embarqué et permet de détecter la cendre à grande distance. Et la prochaine étape sera de travailler en conditions réelles. Nous allons mettre 2 instruments sur des avions EasyJet et continuer à travailler avec Airbus pour s'assurer que notre détecteur obtiendra bien la certification aérienne. Une fois le détecteur de cendres validé par l'aviation civile, il devrait équiper rapidement les avions, notamment les longs courriers qui survolent des régions volcaniques lointaines, comme l'Alaska ou le Kamtchatka. Pour l'instant, l'Islande échappe aux cendres, mais l'éruption semble vouloir s'éterniser. Au pied du glacier qui recouvre le volcan, la lave continue à s'épancher dans la plaine de Holyroon. Les chercheurs s'interrogent sur la provenance d'une telle quantité de magma et différentes thèses s'opposent. Nous apprenons des choses en ce moment, des choses très importantes sur la façon dont les volcans islandais fonctionnent. Il y a une station GPS au sommet du glacier et elle descend vraiment de 50 cm par jour. C'est la preuve finale qui nous permet de conclure que le magma qui est sous le volcan sort et va alimenter la fissure éruptive 40 km plus loin, à Holyroon. La pression du magma sous le bouchon est beaucoup plus élevée que sur le site de l'éruption, situé 700 mètres en contrebas du plancher de la caldeira. Il y a donc une haute pression à un bout et une basse pression à l'autre, ce qui entraîne le flot de magma le long du dike.
Ce simple modèle correspond avec toutes nos observations sur le terrain. Au bout de 4 mois, le flux de lave est toujours très intense. Holger Sigmarsson, géochimiste islandais installé à Clermont-Ferrand, cherche des explications non pas dans les séismes ou le mouvement des GPS, mais dans la composition chimique du magma. Nous, on se spécialise dans l'étude du magma qui sort du volcan pour en déduire le fonctionnement du volcan. Actuellement, on est en cours de mesurer les éléments radioactifs qu'on avait échantillonnés sur place. Ces éléments radioactifs peuvent nous donner des informations sur la vitesse de remontée du magma. Dans l'équipe, Pierre-Jean Gauthier cherche des indices sur l'origine du magma en mesurant la radioactivité naturelle de ses composants. Ici, on est dans le laboratoire d'analyse de la radioactivité des échantillons naturels. On va mesurer toute la radioactivité qui est liée à la présence d'uranium et de thorium dans les matériaux terrestres. Donc dans le cas qui nous intéresse, les laves du volcan Bardarbunga, et également dans les gaz. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet uranium et ce thorium qui sont compris dans les laves et dans les gaz se désintègrent en tout un tas d'éléments qui eux-mêmes sont radioactifs. Et parmi ceux-là, il y en a 3 qui nous intéressent particulièrement, qui sont le plomb, le bismuth et le polonium. Et ce qui est typique de l'éruption de Bardarbunga, c'est qu'on n'a pas de polonium dans le gaz. Donc ça veut dire que ce sont des magmas qui n'ont pas séjourné longtemps dans la croûte, ce sont des liquides très primitifs, assez proches de ce que l'on pourrait obtenir en faisant fondre le manteau, qui sont transmis quasiment directement en surface. C'est un processus qui est très rapide, 10 km de remontée en quelques jours seulement, ça fait des taux de remontée qui sont assez élevés. Alors ça s'explique assez facilement par la tectonique régionale de tout ce secteur de l'Islande, où on a des grandes failles qui s'ouvrent éventuellement pour laisser passer le magma en remontant vers la surface. Un autre élément vient étayer cette thèse, c'est l'olivine. Cette pierre semi-précieuse est l'un des principaux composants du manteau terrestre. En nous renseignant sur l'origine du magma, elle peut nous éclairer sur la suite de l'éruption. L'olivine qui est dans ce magma, et on peut l'utiliser comme mesure de la vitesse de remontée du magma. Et ces olivines sont montées en moins de 6 heures, en fait. Donc, c'est très peu probable que le magma qui est si chaud et aussi sa composition relativement primitive, elle n'a pas séjourné longtemps dans une chambre magmatique superficielle et elle viendrait plutôt d'une profondeur supérieure à 10 km. Alors, chambre superficielle ou alimentation profonde? Certains chercheurs sont en désaccord et leurs arguments semblent irréfutables et il serait difficile de trancher. Mais ce n'est pas juste une querelle de spécialistes. La provenance du magma joue un rôle important dans la forme que prendra l'éruption et donc aux dangers auxquels on devra faire face. S'il y a une chambre magmatique superficielle qui est active, on a peur d'une éruption sous les 600 à 800 mètres de glace qui créera une fusion de la glace. Par contre, si le magma monte de façon verticale sous les cratères, il n'y a aucun danger d'une fusion d'une glace parce qu'on est au nord du glacier. Donc il y a des scénarios complètement différents pour la sécurité civile vis-à-vis de ces 2 hypothèses. Les échantillons de cristaux remontés des profondeurs nous ramènent des indices sur la composition chimique du magma. Dans ces cristaux, on peut mesurer les teneurs en gaz. Les premiers résultats obtenus, on voit qu'il y a énormément de soufre et dans l'atmosphère, il va ensuite être transformé en acide sulfurique, ce qui produira la pluie acide. Chaque jour, le volcan émet jusqu'à 6 fois plus de soufre que les émissions industrielles européennes. C'est vraiment la signature de cette éruption. Des pics de pollution au dioxyde de soufre provenant d'Islande ont été enregistrés jusqu'en Europe continentale. Sur le terrain, des instruments comme des spectromètres ou des radars surveillent en continu le soufre rejeté par le volcan. On a des mélanges de gaz et il est très difficile de prédire les zones affectées ou pas. Vous pouvez très bien vous trouver là sans masque à gaz ou bonbonne d'air. Mais 500 mètres plus loin ou plus près, la situation sera complètement différente.
Certains gaz chassent l'oxygène. C'est très dangereux. Vous n'avez plus du tout d'oxygène à respirer. Pendant une éruption, différents gaz sont émis et se dispersent à cause des vents. Ils peuvent affecter l'environnement, les gens, les animaux. L'idée, c'est de fournir des bulletins météo de dispersion du dioxyde de soufre consultables sur notre site Internet pour que la population puisse savoir à tout moment quelles sont les régions concernées par le nuage volcanique dans les jours à venir. On a eu des pics de pollution avec des concentrations en soufre 7 fois plus élevées qu'à Pékin les mauvais jours. Quand le dioxyde de soufre se mélange à l'eau de la pluie, on a de la pluie acide. On a déjà vu les résultats sur les plantes. Elles fanent plus tôt, elles deviennent jaunes et prennent les couleurs d'automne plus tôt. Il faut aussi qu'on mesure très précisément les effets sur le cheptel, les moutons et les chevaux. Dans les pâturages, cet été, il faudra faire encore des prélèvements. Cet automne, on a dû les rentrer plus tôt que d'habitude à cause du dioxyde de soufre. Quand il neige, le dioxyde de soufre s'accumule dans la neige et c'est une source d'inquiétude pour la fonte des glaces au printemps. Si on a trop d'acide dans les rivières, cela peut nuire à la croissance des poissons. C'est quelque chose que nous devons mesurer et surveiller. Pour le moment, seuls quelques pics de pollution au soufre ont été repérés en Europe. Mais les Islandais ont tous en tête l'éruption historique du Laki qui a décimé près du quart de leur population, déréglé le climat mondial pour plusieurs années et tué des dizaines de milliers de personnes directement ou par la famine. Un volcan comme le Bardarbunga peut encore amener ce genre de catastrophe. Aujourd'hui, chaque événement volcanique nous permet de progresser dans l'art de détecter les éruptions et dans les parades que nous pouvons mettre en œuvre. Les éruptions de 2010 et 2011 ont donné une impulsion à l'Islande pour développer son réseau de surveillance et s'équiper en matériel de détection et d'analyse. Depuis le début de l'éruption, nous avons des contacts quotidiens avec la météo nationale anglaise. Ils ont accès à une partie de nos données, ce qui leur permet de vraiment voir en continu ce qui se passe. Chaque mois, nous faisons un exercice pour répéter nos procédures d'urgence. Tout ça, ce sont des ingrédients pour bien gérer une crise volcanique. Globalement, je pense que beaucoup de progrès ont été effectués. Après 6 mois, la descente de la caldeira s'arrête progressivement. Les fontaines de lave finissent enfin par se taire. Mais est-ce vraiment une bonne nouvelle? Le Bardarbunga se calme à peine que déjà les scientifiques se demandent si la chambre magmatique n'est pas en train de se recharger. Ce qui est ressorti en fait des observations des gros épisodes de rifting en Islande, au Krapla, c'est que lors de ces épisodes de rifting, on a eu un premier dike majeur et de très gros volumes de magma et après une série de petits dikes. Mais ici, ce qui change, c'est que l'on sent vraiment l'influence du point chaud. Un énorme volume de magma est disponible, ce qui laisse la possibilité à une autre intrusion d'être émise vers le nord, en direction du volcan Askja ou directement sous le glacier. Cette éruption n'est donc peut-être que la première d'une série sur les failles du Bardarbunga. L'avenir tranchera. Nous venons enfin de réaliser que les volcans islandais nous envoient des cendres depuis l'aube de l'humanité. Mais qu'ils soient italiens, japonais ou islandais, notre monde complexe ne peut les ignorer et devra apprendre à vivre avec eux. Vivre avec les volcans, cela signifie des satellites et des avions capables de repérer la cendre jour et nuit, plus de constructions antisismiques, des réseaux routiers adaptés, des flux de communication multiples, des plans d'évacuation, fiables et répétés, des plans C pour remplacer les plans B. Mais pour commencer, il faut que le Bardarbunga et les autres soient largement instrumentés et surveillés automatiquement, car malgré toute notre science, ses humeurs restent souvent imprévisibles et il n'a probablement pas dit son dernier mot.
Telle est la leçon du laboratoire volcanique, mené par une poignée d'irréductibles Islandais. Une éruption, surtout une éruption de grande ampleur, change la configuration d'un volcan. Il n'est donc plus vraiment le même après coup. C'est pour cela que nous devons bien connaître tous nos volcans. Sinon, nous aurons du mal à vivre à leur contact.